Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, une étape cruciale vient d'être franchie au Gabon. Le nouveau code électoral a été adopté par les députés et les sénateurs. Ce texte permettra aux autorités d'organiser dans les 7 prochains mois une élection présidentielle, des législatives et des élections locales. La Turquie observe un deuil national ce mercredi après l'incendie d'un hôtel d'altitude qui a coûté la vie à au moins 76 personnes dans la station de ski de Kartalkaya au centre du pays. 4 personnes dont le directeur de l'établissement ont été arrêtées et placées en garde à vue. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol, suspendu de ses fonctions après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans son pays, a assisté mardi pour la première fois à une audience de son procès en destitution. Plus de détails dans votre journal. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Les députés et sénateurs au Gabon ont adopté lundi le nouveau code électoral. Le pays a 7 mois pour organiser une élection présidentielle, des législatives et des élections locales qui mettront fin à la transition en août prochain. Au lendemain de l'adoption du nouveau code électoral, le député Jean-Valentin Leyama reçoit dans son QG du quartier Cité Damas, dans le 5e arrondissement de Libreville. Il avait émis des critiques lors de l'examen du texte, mais a finalement voté pour. Il y voit de grands progrès, malgré ce qu'il appelle des points de frustration. On a souhaité avoir un vote électronique, ce qui n'a pas été le cas, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons exprimer des réserves sur la participation des militaires et des magistrats aux élections, n'est-ce pas? Mais globalement, sur les outils de transparence, il y a eu des grandes avancées qui nous ont conduits, n'est-ce pas, à voter pour ce texte. Cette autorisation accordée aux militaires demeure critiquée par certains opposants. C'est aussi la position de Noël Bertrand Boudzanga. L'universitaire a présidé la commission politique lors du dialogue national en 2017. Demain, quand tout ira mal, que les militaires sont dans le champ politique, vers qui allons-nous tourner pour avoir une issue, une solution? On n'aura plus de voie de recours. Et je pense que c'est une erreur que nous commettons à vouloir faire des militaires des acteurs politiques. Mais à Libreville, les militaires arrivés au pouvoir le 30 août 2023 ont beaucoup de partisans. Ainsi, Séraphin Mundunga, nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Ancien ministre d'Ali Bongo, il était parti en exil après les violences post-électorales de 2016. Il est aujourd'hui un fervent défenseur du général Oligui Nguema. Pourquoi voulons-nous nous priver dans notre pays de ce que ce soit les militaires qui ont libéré le pays, qui puissent d'abord asseoir le processus de démocratisation qui est aujourd'hui buriné dans la constitution gabonaise et qui commence à être appliqué avec le nouveau code électoral. Nous pensons que les Gabonaises et les Gabonais ont tout à gagner à faire que cette démocratie soit consolidée par ceux qui ont commencé à libérer le Gabon et par ceux qui ont conçu la nouvelle constitution. Désormais doté de ces textes fondateurs, le Gabon peut lancer un cycle d'élections qui mettront fin à la transition. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités affirment que les rebelles du M23 ont effectué une percée vers Minova, au bord du lac Kivu, dans le sud Kivu. L'armée congolaise dit avoir repoussé les rebelles dans d'autres zones. Les déplacés fuient pour rejoindre Goma et le sud. Sur les routes dans la région de Minova, les habitants fuient. Les uns pour rejoindre Goma par le lac Kivu, les autres pour descendre vers le sud, vers Kaélé ou Bukavu pour se mettre en sécurité, loin des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. On était en train de dormir. Le matin, nous avons entendu des tirs en provenance des collines et voilà. Nous sommes en train de fuir, mais nous ne savons pas où nous allons aller. L'avancée sur Minova et d'autres localités par le M23 a été confirmée par l'armée congolaise et par le gouverneur du Sud Kivu. À Minova, nous avons plus de 600 000 personnes qui ont quitté le nord, qui ont fui les zones de Lumbishi, Numbi, ainsi de suite, pour se retrouver à Minova. Et lorsque l'ennemi a pris Minova, bon, les gens foncent, ils errent, il y en a qui se noient dans le lac parce qu'ils essaient de fuir et ne savent pas où fuir. Et donc, il y a une catastrophe humanitaire. Nombre de déplacés arrivent ici, sur le site du quartier Lac Vert Boulengo à Goma. Des tentes à perte de vue.
Dans le camp, le désespoir gagne du terrain chez les déplacés. Certains vivent ici depuis des mois, parfois des années, depuis le début du conflit avec le M23 fin 2021. Déplacé du territoire de Massissi, Pacifique Kawanje vit ici depuis un peu plus d'1 an déjà. Je suis tellement triste de voir que Minova est tombée aux mains de l'ennemi parce que les gens de là-bas sont nos frères. Ils nous amenaient de l'aide, de la nourriture. Alors de voir qu'eux aussi se retrouvent dans les mêmes difficultés qu'on a vécues depuis 2 ans, je n'ai plus de joie. Le seul espoir que je peux avoir, c'est d'apprendre que les rebelles du M23 sont chassés de chez nous. Et là, on aura l'espoir de rentrer à la maison. Sur le marché de Virunga à Goma, cette nouvelle avancée des rebelles se fait déjà ressentir. Jusqu'ici, Minova était l'un des rares villages qui approvisionnait la ville en denrées alimentaires. Selon ces vendeuses, depuis lundi, plus aucun véhicule transportant des légumes n'est arrivé de Minova. Elles redoutent des pénuries et des hausses de prix. On demande aux autorités de nous aider. Est-ce que c'est comme ça qu'on va vivre? La route sur les eaux qu'on empruntait est bloquée et même la route venant de Rutshuru est fermée. C'est de là que la nourriture et les vivres arrivent. Que les autorités du pays aient pitié de nous parce que nous ne savons pas quoi faire. Les craintes sont les mêmes à Nzulo, dans la périphérie de Goma où les déplacés arrivent par centaines. Nzulo était comme un carrefour, mais depuis l'arrivée de ces déplacés, les choses ont changé. Nous, habitants de Nzulo, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne cultivons pas et nous vivons grâce au lac Kivu. Mais avec la prise de Minova, il sera probablement fermé, ce qui nous rend très inquiets. Cette nouvelle avancée des rebelles du M23 risque d'asphyxier davantage Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Selon le gouverneur du Sud Kivu, la riposte est en train de s'organiser pour reprendre les territoires conquis par le M23. Les centaines de mineurs illégaux pris au piège dans un puits de mine en Afrique du Sud ont pu être sauvés grâce à une caméra spécialisée dans le sauvetage minier descendue dans le puits de mine de près de 2,6 km de profondeur. Les images. C'est une prouesse qui a permis à des centaines de mineurs illégaux d'être sauvés d'un puits en Afrique du Sud. Grâce à une caméra spécialisée dans le sauvetage minier, descendue dans le puits de mine de près de 2,6 km de profondeur, les mineurs pris au piège ont pu être secourus. La cage a été conçue pour transporter 6 personnes à cette profondeur. La raison est qu'à cette profondeur, on ne peut charger qu'un certain poids. Le fait de travailler à 1280 mètres nous a permis de charger plus de personnes dans le convoyeur, car le poids de la corde tirée par une machine est petit. C'est pourquoi nous avons cherché à charger autant de personnes que possible, et nous avons été ravis de constater que nous pouvions charger 13 personnes. Cela a permis d'accélérer la sortie des personnes. La caméra ayant atteint 1280 mètres sous terre a permis aux sauveteurs d'obtenir leurs premières images. Les sauveteurs ont ensuite ramené la caméra à la surface, puis l'ont renvoyée sous terre accompagnée d'un bloc-notes et un stylo afin d'établir un échange avec les adolescents. Il nous a fallu entre 40 et 45 minutes pour descendre, charger et décharger les personnes en une seule fois. Et à chaque voyage, nous ramenions 12 à 13 personnes vivantes. Et si nous devions sortir des corps, nous en sortions environ 10 à la fois. C'est la première fois qu'une cage spécialement conçue pour descendre jusqu'à 3100 mètres de profondeur et équipée de caméras spécialisées est utilisée pour secourir un si grand nombre de personnes sous terre. Ce que nous avons vu lorsque nous nous sommes arrêtés sur le palier où ils devaient monter dans la cage, ce sont des gens positifs qui étaient impatients d'y entrer et d'en sortir. Les volontaires qui nous ont aidés ont déclaré que leur grande peur était le contrôle de la foule, parce que tout le monde était impatient d'entrer. Nous avons pu voir que lorsqu'ils montaient dans la cage, ils se faisaient de la place pour faire entrer un maximum de personnes en même temps. C'était une expérience très positive. Environ 57 allers-retours ont été effectués pour récupérer les 246 mineurs et 78 cadavres pris au piège dans ce puits. Une mobilisation internationale face à l'escalade du terrorisme en Afrique, tel est l'appel lancé par des responsables onusiens et africains lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York. Selon les responsables, seule une coopération régionale respectant les droits humains et axée sur des réponses durables pourra contrer efficacement cette menace terroriste grandissante. À New York, lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, des responsables onusiens et africains
ont appelé à une réponse urgente face à l'aggravation du terrorisme en Afrique. L'Afrique subsaharienne concentre aujourd'hui près de 59% de tous les décès liés au terrorisme dans le monde. Le Sahel est au cœur de l'une des crises les plus brutales au monde. Depuis 3 ans, le nombre de décès liés au terrorisme a franchi la barre des 6 000, soit plus de la moitié de l'ensemble des décès dans le monde. Dans cette vague meurtrière, le Burkina Faso est aujourd'hui en tête du classement mondial des décès liés au terrorisme, avec une augmentation stupéfiante de 68%, sans qu'aucun soutien ne soit apporté pour aider à inverser la tendance. Nous devons nous adapter à l'évolution du terrorisme. La lutte contre le terrorisme doit continuer à innover en adoptant une approche fondée sur le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Les intervenants ont exhorté la communauté internationale à soutenir l'Afrique. La communauté internationale ne doit pas laisser l'Afrique seule dans ce combat. Le succès de l'Afrique sera un succès mondial, mais son échec sera préjudiciable à tous. Selon le commissaire de l'Union africaine, en 2024, plus de 3400 attaques ont causé la mort d'au moins 14 000 personnes en Afrique. Un incendie est survenu mardi en pleine nuit dans un hôtel de luxe d'une station de ski en Turquie. Au moins 76 personnes sont mortes et 51 ont été blessées. 4 personnes, dont le directeur de l'établissement, ont été arrêtées et placées en garde à vue. Une journée de deuil national a été observée ce mercredi. L'incendie est incontrôlable. Les flammes s'échappent des fenêtres de cet hôtel en Turquie. Il est 3 heures du matin. Au moins 230 vacanciers sont piégés à l'intérieur. Le feu s'est déclaré cette nuit dans les étages supérieurs pour des raisons encore inconnues. Près de 300 pompiers ont été mobilisés. Ce matin, l'établissement est encore fumant et les survivants traumatisés. Il a fallu 1 heure avant que les premiers secours arrivent. Les flammes se sont propagées à une vitesse folle car l'hôtel est en bois. Les gens ont commencé à sauter par les fenêtres. Nous étions impuissants. Tout ce qu'on a pu faire, c'est récupérer des matelas du premier étage pour les mettre dehors et amortir la chute de ceux qui sautaient. Des témoins dénoncent le manque d'alarme à incendie, de détecteurs de fumée et même d'issues de secours dans cet hôtel pourtant luxueux. 4 personnes, dont le propriétaire de l'établissement, sont en garde à vue. En Géorgie, depuis presque 2 mois, les manifestations sont quotidiennes après que le parti Rêve géorgien, accusé par l'opposition d'être pro-russe et d'avoir truqué les élections, a remporté les législatives. Une 50aine de manifestants sont derrière les barreaux et font l'objet de poursuites pénales. À la nuit tombée, dans le centre de Tbilissi, une nouvelle marche de protestation. Le but de notre marche est la tenue de nouvelles élections et la libération des prisonniers illégaux. En route vers le Parlement, les manifestants s'arrêtent devant l'université du cinéma et du théâtre. On montre notre solidarité aux étudiants. Ce sont nos compagnons de lutte. Ces étudiants occupent le rez-de-chaussée depuis 1 mois. Ils partagent les revendications des protestataires, tenir de nouvelles élections et libérer les prisonniers politiques, notamment le célèbre acteur Andro Ciccinadze. Arrêté pendant les manifestations début décembre et accusé de violence envers la police, il risque jusqu'à 6 ans de prison. Ici, nous avons des banderoles disant « La Géorgie en prison », avec les noms de tous ceux illégalement détenus. N'importe quel citoyen qui lutte contre l'injustice peut se retrouver en prison aujourd'hui. Par conséquent, je ne peux pas me permettre de reprendre une vie normale tant qu'Andro et les autres prisonniers sont détenus illégalement. Au premier jour de la contestation, les arrestations de manifestants furent particulièrement violentes. Le 2 décembre, Guillaj Vargeshvili en a fait les frais. Voilà la vidéo de mon arrestation. Vous voyez que je n'ai même pas résisté. J'étais debout, j'ai levé les mains en l'air, et après avoir fait 3 pas, ils m'ont dit qu'ils allaient me violer. Là, je ne marchais plus. Vous pouvez voir que je me suis arrêté. Et à partir de là, ils m'ont tiré. Ils m'ont fait passer à travers un corridor où je me suis fait insulter tout du long. Chacun me battait un petit peu. Une fois dans le minibus de police, Guilla est frappé à coups de botte à la tête. Il en sort avec une commotion cérébrale et 2 côtes cassées. Pas de quoi entamer sa détermination.
Il est impossible d'intimider un homme à qui l'on dit qu'il va retourner en Union soviétique et perdre l'indépendance de son pays. Mais la violence policière n'est pas la seule arme pour venir à bout de la contestation. Les lois sont sans cesse durcies qui limitent la liberté de rassemblement. L'emprisonnement devient une mesure répressive généralisée. C'est un signal direct adressé aux activistes pour leur dire que le prix qu'ils auront à payer pour participer aux manifestations pourra être leur liberté ou leur santé. Les Géorgiens tiendront-ils le bras de fer? Chaque soir, ils sont moins nombreux qu'avant à se rassembler, mais toujours aussi déterminés. Donald Trump a gracié les 1500 insurgés du Capitole après son investiture, comme il avait promis tout le long de sa campagne présidentielle. Ces insurgés avaient pris d'assaut le cœur du pouvoir législatif américain. C'était le 6 janvier 2021, alors que Donald Trump venait de perdre l'élection présidentielle face à Joe Biden. On suit ces images des proches des prisonniers graciés qui manifestent leur joie. La nouvelle vient de tomber sur leur téléphone. Je suis tellement contente. Donald Trump vient de signer le décret qui gracie 1500 émeutiers du Capitole. Leurs proches, réunis devant la prison de Washington, entonnent alors un chant patriotique. Elena, dont l'un des amis fait partie des prisonniers graciés, ne peut contenir son émotion. Je suis tellement heureuse, tellement reconnaissante envers le président Trump et Dieu. Mon ami va être libéré, il va pouvoir retrouver sa famille et recommencer sa vie. Un peu plus loin, 2 autres femmes essuient quelques larmes. Cette décision est une revanche politique. C'est l'heure d'effacer nos blessures. Le pays va guérir maintenant et je pense que Donald Trump va nous y aider. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump prennent d'assaut le Capitole après un discours du président battu par Joe Biden. Des émeutes qui ont fait vaciller la démocratie américaine et dont le bilan s'élève à 5 morts et près de 150 blessés. Des centaines d'émeutiers sont condamnés alors par la justice américaine. Hey brother, I got some news for you. Hier soir, quelques minutes après l'annonce de la grâce présidentielle, l'un d'entre eux est joint au téléphone par le comité de soutien. On est habillés, on a fait nos sacs, on est prêt à partir, même si on ne sait pas comment ça va se passer. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé les exilés vénézuéliens à rentrer au pays après que l'application permettant aux migrants de prendre rendez-vous avec les services vénézuéliens, avec les services d'immigration ait été désactivée sous la nouvelle administration Trump et que justement le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine. Une partie du public américain prend en fait et cause pour les sans-papiers menacés de déportation par Donald Trump. Dès son investiture, le président américain a déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine et désactivé l'application qui permet de prendre un rendez-vous avec les services des migrations. Le président du Venezuela en profite pour inviter les exilés à revenir au pays. Saben que su regreso a Venezuela recupera muchas cosas. El respeto como seres humanos, pero también su derecho a venir a rumbear con su familia, con sus panas. ¿Cuánto sufre un migrante por allá, en Chicago, en Nueva York, cuando ve a sus panas jueves, viernes, sábado y domingo rumbeando aquí? Depuis 10 ans, des millions de Vénézuéliens ont pris la route de l'exil pour fuir la pauvreté et la violence. Mi-janvier, Nicolás Maduro a prêté serment pour un 3e mandat de 6 ans. L'opposition dénonce un coup d'État. L'Europe, comme les États-Unis, condamne son investiture, à l'inverse de la Russie qui soutient Nicolás Maduro. Comme annoncé en titre, en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol, suspendu de ses fonctions, a assisté mardi pour la première fois à une audience de son procès en destitution. Le président coréen s'est défendu devant les juges de la Cour suprême qui se prononceront entre la perte définitive de son titre et son retour aux affaires. Un président face aux juges, suspendu de ses fonctions, les traits tirés, mais Yoon Suk-yeol se tient droit. Devant la Cour suprême, il va devoir justifier son éphémère imposition de la loi martiale au début du mois de décembre et démentir l'information selon laquelle il aurait ordonné à l'armée de faire sortir les députés du Parlement
pour les empêcher de voter contre sa déclaration de loi martiale. En Corée du Sud, l'Assemblée nationale et les médias sont plus forts que le président. Si j'avais fait obstruction au vote, je pense que je n'aurais pas été en mesure de supporter les conséquences. Le président déchu défend l'idée selon laquelle cette mesure choc était nécessaire face à une fraude électorale. L'opposition ayant remporté haut la main le scrutin législatif d'avril 2024. Dehors, les fidèles partisans du président sont encore une fois rassemblés avec un espoir, que le nouveau président américain soutienne son homologue sud-coréen, victime, selon eux, d'une justice partiale. Ce n'est pas juste de le mettre en accusation. Le président Trump et le président Yoon Suk-yeol partagent les mêmes objectifs. J'attends d'eux qu'ils luttent contre les élections truquées partout dans le monde. Les juges vont devoir se prononcer entre la perte définitive du titre du président pour Yoon Suk-yeol et son retour aux affaires. L'intéressé a quitté la Cour suprême après cette audience où il a, une fois de plus, prouvé qu'il allait se battre jusqu'au bout. Religion à présent, le Conseil national des évangéliques de France du Rhône ou encore le CNEF 69 organise le samedi 1er février un événement de louange et de prière de 12 heures non-stop qui se déroulera de 10h à 22h près de Lyon à l'église ACM de Mézieux, communauté membre de l'Union des églises évangéliques de Réveil de France. Les objectifs de ce rassemblement sont multiples. Tout d'abord, le CNEF 69 souhaite vivre l'unité des églises évangéliques du département, précise l'annonce. Il désire aussi encourager la louange centrée sur Dieu et prier pour que Dieu se révèle à Lyon et sa région. Enfin, ce rassemblement a également pour but de favoriser le développement des ministères de chantre et des groupes de musique. Il ne réunira pas moins de 10 groupes de louanges. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, 18h temps universel. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.